Alors bonjour, nous sommes présentement au rendez-vous des ressources humaines au manoir Richelieu. Alors comme vous pouvez voir, c'est une salle pleine, la journée commence. Alors tout au long de la journée, il va y avoir des conférenciers. On va suivre tout ça pour vous. Bonne journée! De garnir votre coffre à outils, de demeurer à l'affût des nouvelles et des dernières tendances en matière de gestion de la main-d'œuvre. C'est en fait un rassemblement des plus importants de gens d'affaires qui sont engagés, qui sont soucieux de la performance de l'organisation, et votre présence en grand nombre aujourd'hui démontre l'importance que vous accordez aux ressources humaines de vos entreprises. Ça veut dire aujourd'hui avoir un bon travail? Quelles sont les attentes, en effet, des gens par rapport à dire « j'ai une bonne job, j'aime mon travail, j'ai envie, en effet, de venir travailler avec espoir le matin et satisfaction quand je repars en fin de journée. » Donc, on va voir que ça s'applique à toute entreprise. Peu importe la taille en réalité, parce que oui, il y a toujours des grandes entreprises, des petites entreprises, mais en bout de ligne, il y a toujours un face-à-face entre un employé et un gestionnaire en tant que tel, et peu importe la taille, c'est sur cette interface-là qu'il faut travailler. Puis en effet, je vais vous apporter des trucs simples, et ça sera la troisième étape, de voir qu'on peut faire de la qualité de vie au travail de manière très simple, autant dans une entreprise de 5 employés que dans une entreprise de 50 000. Et vous verrez que ce sont des choses non pas théoriques que je vais vous présenter, mais très pratiques qui se font au moment où je vous parle, puis je vous expliquerai comment on les a explorées. Alors, M. Jean-Pierre Brun, conférencier et professeur en management à l'Université Laval, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous venez de donner une conférence sur les ressources humaines. En fait, vous appelez ça la richesse humaine. C'est tout simplement une question de perception, de changer le terme? Non, c'est beaucoup plus que ça, mais en même temps, je pense que ressources humaines nous montre que c'est des trucs qu'on va puiser. Richesse humaine nous montre l'idée beaucoup plus, justement, qu'il faut aider à l'épanouissement de ça, puis que c'est une valeur dans l'entreprise qui est importante. Donc, en arrière de ce jeu de mots-là, il y a bien sûr des actions concrètes à poser. On regarde la façon dont les entreprises sont structurées aujourd'hui versus il y a quelques années. Le département des ressources humaines, avant, ça existait plus ou moins. C'était le patron qui engageait, mais aujourd'hui, il y a un département bien spécifique qui, bien sûr, recherche des critères, des personnes avec des critères bien spécifiques. C'est un département qui est de plus en plus important.
Oui, je pense qu'en effet, avant même, on les voyait surtout pour embaucher les gens, la rémunération, ces choses-là, puis ils avaient un rôle un peu de ce qu'on appelle de fonction support. Maintenant, on commence à constater qu'ils ont un rôle de plus en plus stratégique à développer. D'ailleurs, on parle maintenant de la marque employeur, etc., puis d'attirer les compétences, les talents, etc. Donc, on voit qu'ils ont beaucoup plus que simplement un rôle opérationnel et administratif, mais qu'il faut les intégrer dans la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, en 2018, ça évolue les choses. Vous parliez qu'il n'y a rien de plus stable que le changement, dans le fond. Quand on compare aujourd'hui l'entreprise, la façon dont elle fonctionne avec ses employés, qu'est-ce qu'on peut dire d'aujourd'hui versus le 10 ans? Bien, je pense qu'il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui n'ont pas changé aussi beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, on est plus à l'écoute des besoins des personnes, mais à la fois dans le travail. Par exemple, besoin d'autonomie, de participation aux décisions, de se développer, d'avoir des bonnes conditions de travail. Les besoins aussi au niveau de la vie de tous les jours. Je dis qu'aujourd'hui, c'est plus juste my job, c'est my life. Il faut avoir une vision beaucoup plus large. Puis en même temps, il y a des choses qui n'ont pas changé. On est encore très tourné vers la finance. C'est le premier critère, c'est le plus important. Très tourné vers les technologies de l'information ou vers l'industrialisation en disant s'il y a ça, bien, le développement va être assuré. On a encore tendance à moins se préoccuper des ressources humaines. Donc, je pense qu'on est dans un monde qui change. Puis on le voit avec les nouvelles générations, eux ne sont pas à la même place. Les attentes ne sont pas du tout à la même place. Puis si on veut les garder, les développer, puis qu'ils travaillent bien, il va falloir répondre à ça. On parle de mondialisation, on parle de compétitivité. On est en Amérique, dans des pays dits développés. Est-ce que ce que vous relatez en tant qu'observation, c'est la même chose partout dans le monde? Oui, moi, j'interviens partout. J'interviens en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient, un peu partout en Europe. Puis je vous dirais qu'on me parle des mêmes choses, d'autonomie, de reconnaissance, de charge de travail. Donc, d'un travailleur à un autre, là, qui me parle en anglais, en chinois, en arabe ou quoi que ce soit. Moi, je leur parle en anglais, là, bien évidemment. Mais on me parle des mêmes enjeux. Ce qui change d'un pays à un autre, c'est les relations hiérarchiques. Les relations de pouvoir ne sont pas les mêmes à ce moment-là. Donc, ici, on est dans un monde où on est plus ouvert, dans une structure plus aplatie, où il y a moins de niveaux hiérarchiques, mais il y a d'autres régions du monde où il y a encore beaucoup de niveaux hiérarchiques, puis la parole n'est pas aussi libérée qu'elle peut l'être ici. Là, je recule de quelques dizaines d'années, considérant mon âge. Quand on était au travail, à un moment donné, puis on arrivait, puis il y avait un produit à livrer à telle heure, on se disait, bien là, il faut que je fasse du temps supplémentaire, puis s'il faut, je vais passer la nuit, puis je vais livrer. Aujourd'hui, vous dites my life, my job ou my job, my life. Puis arrive 5 heures, puis souvent on se fait dire, bien là, c'est plus mon problème, c'est le tien. Comment qu'on peut opérer avec ça? Oui, moi, je pense qu'il faut faire attention de ne pas stigmatiser ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui le disent, mais moi, je connais beaucoup de jeunes là, qui en font du temps supplémentaire, qui sont prêts à travailler plus tard, etc., puis que ça ne veut pas dire qu'ils sont non plus archi-égoïstes. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Par contre, il faut être conscient, en effet, qu'à un moment donné, les gens ont aussi une vie, puis qu'il faut l'intégrer et qu'il faut surtout comprendre que si on demande aux gens de faire du temps supplémentaire de manière systématique et systémique, ça veut dire qu'on a un problème dans l'organisation de la production, là, parce que c'est juste pas normal. Là. Dans tous les cours de production, on va dire que c'est pas normal si le travail se fait pas dans les heures de travail. Si ça toujours doit se faire en excédentaire, c'est quelque chose qui va pas. On parle de fondamentaux, mais dans le fond, c'est de garder ça simple. Parce que je regardais un petit peu les solutions que vous apportiez aux différents problèmes. C'est simple. Tout à fait. Je pense que c'est... il ne faut pas se casser la tête puis de penser quel programme je dois mettre en place, combien d'étapes, combien d'actions, est-ce que je dois aller chercher des formations de 45 heures ou tout ça sur des choses. C'est des choses simples, mais qui sont efficaces. On est dans la période des Jeux olympiques, là. Je ne sais pas si vous écoutez ça, mais vous regarderez les jeunes athlètes. Là. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils veulent performer? Je veux avoir du fun. Puis ils performent. C'est pas compliqué, mais c'est super efficace. C'est la même chose dans le travail. Bien, merci, ça a été très enrichissant et informatif parce que de fait, des fois, on le fait sans le savoir, puis des fois, on le fait pas, mais on devrait le savoir. Oui, parce que ça a un impact aussi sur les gens. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci.
formatrice, conférencière, effectivement, au rendez-vous des ressources humaines ici dans Charlevoix. Vous avez donné une conférence sur les ingrédients clés pour avoir une bonne harmonie en milieu de travail. Est-ce qu'on peut dire que toute entreprise vit des conflits? On peut dire que toute entreprise vit des conflits. Absolument. Si vous êtes l'entreprise exceptionnelle qui n'en a pas, je voudrais vous rencontrer. La façon qu'on gère les conflits, c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, il peut y avoir des petits conflits, il peut en avoir des plus gros, mais l'important, c'est de voir entre les gens qui se blâment, parce que souvent, ça va sous forme de blâme, d'attaque personnelle et tout ça. C'est quoi les besoins qui doivent être résolus pour qu'on passe à autre chose, pour qu'on soit en mesure de tourner la page? Comment on peut apprendre à être plus tolérants les uns envers les autres? Mais il y a un bien-être d'être entendu dans ce qui ne va pas. Puis de qu'est-ce qu'on a besoin de trouver comme solution, parce que derrière le conflit interpersonnel, souvent, il y a des rôles et responsabilités qui ne sont pas nécessairement clairs. Il y a une organisation du travail qui fait qu'on partage des lieux, puis il y a bien trop de proximité, où on ne se voit pas, où on n'a pas assez de rencontres pour clarifier des choses. Fait qu'on peut agir sur le côté interpersonnel, ça c'est important, on a regardé des stratégies comment faire, mais il y a aussi, est-ce que derrière ça, il y a une organisation du travail qui pourrait être améliorée, puis qu'on bénéficie de ce qu'on apprend de ce conflit-là pour éviter puis maximiser nos façons de faire. Est-ce que dans les années que l'on vit aujourd'hui, où on sent de plus en plus les besoins humains à l'intérieur du travail, est-ce qu'on est plus, sensible à ce qui s'appelle des situations de conflit qu'on pouvait l'être dans les années passées? Oui. Oui. Non seulement est-ce qu'on est plus sensible au conflit? On est plus sensible, point, je crois, à beaucoup de choses au niveau des valeurs, au niveau des perceptions, au niveau des questions de principe aussi. Parce que quand les gens sont en conflit, ils ne vont pas dire « Moi, je suis dur à vivre, fait que c'est normal que mon collègue trouve que travailler avec moi, c'est tough. » Ils vont dire « Moi, j'agis de telle façon. Je ne suis pas rigide, je suis professionnelle. » Fait qu'il y a toujours des valeurs puis des principes. Moi, je fais ça pour le bien-être des gens. Moi, je fais ça pour un meilleur service à la clientèle. Mais l'autre aussi. Fait que le problème, c'est pas la valeur. Le problème, c'est comment on actualise ça, puis on pense qu'on a la meilleure façon de le faire. Et on ajoute à ça l'aspect culturel, qu'on a de plus en plus des générations différentes culturellement et tout ça, qui fait en sorte que ça ajoute au niveau des perceptions, qui font en sorte qu'on ne se comprend pas nécessairement, puis qu'on ne sait pas nécessairement comment clarifier les choses là-dessus. Mais pour moi, qu'on soit sensible aux conflits dans le sens qu'on va les résoudre puis qu'on sait que c'est important, c'est une belle sensibilité à avoir. Est-ce que, encore une fois, dans les années que l'on vit, oui, on est plus sensible à tout ce qui s'appelle conflit dans une entreprise, mais est-ce que les entreprises en sont de plus en plus conscientes, elles, comment régler les situations? J'aime penser que oui, parce qu'il y a de plus en plus de demandes de formation là-dessus. Puis moi, je suis un exemple aussi où je travaille comme spécialiste du climat de travail à temps plein. Je ne fais que ça. Fait qu'il a fallu qu'une organisation, qui est la Commission scolaire de Montréal, trouve assez important qu'ils vont mettre quelqu'un pour juste gérer un peu, même pas gérer parce que c'est pas moi qui le gère, mais c'est assez valorisé pour dire on va donner aux gestionnaires les outils par quelqu'un à l'interne de savoir comment résoudre les situations tellement qu'on trouve ça important. Donc oui, c'est super important qu'on le fasse. Il faut savoir bien le faire. Il ne faut pas non plus mettre toute la responsabilité sur le dos des gestionnaires. Ils font leur possible. Ils ont aussi des budgets à gérer, le bonheur de leurs employés. Puis ils n'ont plus de temps, puis ils n'ont plus de ressources, puis ça fait beaucoup. Fait que je pense qu'il faut, M. Brun disait, il faut faire attention à eux. Moi, je pense qu'il faut faire attention à eux pour les outiller. Mais c'est que quand on sait comment faire, ça permet d'éviter un paquet d'autres problématiques là-dessus. Fait que oui, c'est important, puis je trouve que les gens sont de plus en plus outillés et même habiles. J'ose croire, en tout cas. Alors, si je vous écoute bien, tout problème a sa solution? Tout problème a sa solution. Sinon, il y a d'autres. Si on ne peut pas résoudre la situation, il faut regarder les autres options. Il y a des choses qui, on ne trouvera pas de résolution par la collaboration en tant que telle. Ça, c'est une réalité. Des fois, il faut prendre des mesures disciplinaires. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas dans le bon milieu ou au bon poste pour eux. Ça, c'est vrai aussi. Fait que je ne veux pas me mettre des lunettes roses puis dire « Wouhou, tout fonctionne à merveille ». Mais on peut en faire beaucoup plus que ce qu'on fait en ce moment, parce qu'avant que ça soit une situation d'incompatibilité totale, il y a des étapes avant ça qu'on peut mettre en place. Alors, le mot communication, autant des employés vers le management que le management vers les employés, devient le mot magique, quoi. Oui,
Oui, la communication, c'est vraiment un des ingrédients clés, définitivement. Ça passe par là. Transparence et communication. Merci beaucoup. Je vous remercie. De mon employeur. De façon positive, de façon négative. C'est le même parallèle que vous pouvez faire avec la satisfaction de votre clientèle et les moments de vérité qu'on mesure. Elle est déjà entendu dans les idées que vous là. D'accord? Vous pouvez avoir des moments de vérité qui sont propres à votre secteur. Dans le là du miroir, finalement, votre évaluation par rapport à chacun de nos vérités. Puis pour ça, je veux vous faire faire un petit exercice. Je vais vous demander de vous lever debout. 10 secondes. Mais n'ayez pas peur, je ne vous ferai pas sentir d'émotion. Mais là, ce que je vais vous demander, c'est de vous fermer les yeux et de porter attention et de prendre conscience de tous les petits mouvements que vous faites pour rester en équilibre. Comment on est toujours en train d'aller un peu à gauche, un peu à droite, un peu en avant, un peu en arrière pour rester en équilibre. Notre attention et les actions sont de façon automatique. Au niveau psychologique aussi, pour rester en équilibre psychologique, on a toujours des mouvements à faire. Et si on ne fait pas ces mouvements-là, on perd aussi notre équilibre. Mais on protège notre équilibre. Au niveau psychologique, dès que mon équilibre commence un peu à chambranler, dès que j'ai une action à faire pour établir mon équilibre, il y a une alarme qui se déclenche. Vous savez ce que c'est? Si vous êtes un peu observateur, vous allez trouver ce que c'est. Ce sont les émotions. Alors, Madame Karen Larocque, conférencière, ici dans le cadre de la conférence des ressources humaines, Charlevoix, vous venez de donner une conférence sur l'ABC de la santé psychologique. L'ABC, santé psychologique, ça englobe beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire que l'humain en général est en santé psychologiquement? L'humain en général, c'est une grande question. Non, c'est pas tout le monde qui est en santé psychologique, mais c'est que ça varie aussi. Là. Je peux être en équilibre psychologique aujourd'hui, puis perdre mon équilibre le mois prochain, puis le rétablir dans 2 mois, en fait. C'est que chacun est responsable de faire ce qu'il faut pour atteindre et maintenir son équilibre psychologique. Alors, dans les faits, quand on regarde l'humain, il y a possibilité, en fait, il faut s'asseoir, se regarder, s'analyser, prendre des décisions puis poser des gestes. Bien, il faut faire ce qu'il faut pour prendre soin de soi. J'ai une collègue qui disait l'important, c'est pas la grosseur de la vague, c'est l'équilibre du marin. Fait que j'aime beaucoup cette phrase-là. Puis on peut vraiment faire des choses, les humains, pour augmenter notre niveau d'équilibre, parce que des vagues dans la vie, on va en avoir tout le temps. Donc, pour être capable d'affronter ces vagues-là sans tomber, puis si on tombe, bien, se relever plus rapidement. Justement, vous avez fait faire au tout début un petit exercice où on demandait aux gens d'être debout, de se fermer les yeux, de s'analyser par rapport à sa posture, quoi. Oui, bien en fait, de se fermer les yeux, puis de prendre conscience de tous les petits mouvements qu'on fait pour rester en équilibre. Ça, on n'en est pas conscient, mais quand on est debout pour ne pas perdre l'équilibre, il y a tout le temps quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Bien, au niveau psychologique, c'est la même chose. Si je veux rester en équilibre psychologique, il y a tout le temps quelque chose qu'il faut que je fasse. Puis ce qu'il faut faire, en fait, c'est être à l'écoute de ces signaux, de répondre à ses besoins psychologiques, le besoin d'affection, le besoin de ressourcement pour aller chercher de l'énergie. Il faut qu'on se repose psychologiquement de temps en temps, puis il faut qu'on évacue nos déchets. Il ne faut pas qu'on garde tout en dedans. Il faut qu'on soit capable d'évacuer tout ce qu'on ravale au niveau psychologique. Puis il faut qu'on fasse attention aux humains champignons, les humains
les relations toxiques, en fait. Ce que vous venez d'énumérer, c'est fondamental chez chacun des humains, là. Chez tous les humains, tous les humains fonctionnent comme ça. Dans le fond, c'est ça pour moi l'ABC de la santé psychologique. Le A pour alarme, il faut que j'écoute mes alarmes. Le B pour besoin, il faut que je réponde à mes besoins. Puis le C pour bien choisir mon entourage, pour pas tolérer des relations toxiques qui viendraient anéantir mes efforts pour être en santé psychologique, même si je réponds à mes besoins puis j'écoute mes alarmes. Et vous avez même élaboré un questionnaire sur lequel on peut... C'est un questionnaire que j'ai adapté, un questionnaire qui permet de mesurer notre équilibre psychologique. En fait, ça se répond en 5 minutes, ça donne un code de couleur pour voir dans quel état psychologique je suis présentement. Ça donne vert, jaune, orange ou rouge. Et selon... Puis ensuite, évidemment, on regarde qu'est-ce que je peux faire pour me ramener dans le vert, mais c'est encore là l'ABC dont je vous ai parlé. Puis le test est disponible sur mon site Internet simplementhumain.com dans l'article qui s'appelle l'ABC de la santé psychologique. Les gens peuvent avoir accès au test puis le faire à la maison. Puis dans ce test-là, en fait, vous suggérez de le faire sur une base régulière parce qu'on évolue, oui. On est sensible. Oui. On est touché comme on est imperméable, donc on peut s'ajuster. Oui. Bien, moi, je recommande de le faire au moins une fois par 30 jours. Comme ça, à tous les 30 jours, je garde un œil sur mon niveau d'équilibre. Puis l'équilibre, c'est rare à moins d'avoir une grosse vague, c'est rare que l'équilibre chute d'un coup. Généralement, notre équilibre, on la perd morceau par morceau. Donc, si je me teste à tous les mois, je vais voir que mon équilibre commence à aller moins bien, puis je vais pouvoir agir avant de tomber. C'est ça. Pour ceux que ça intéresse, vous avez un site Internet, puis on peut retrouver ce petit test-là. Dans le fond, absolument. Qu'on ait assisté ou non à la conférence, oui. On pourrait aller, s'analyser un peu, quoi. Bien, sur mon site, en plus, vous n'aurez pas juste le test. Si vous allez sur l'article qui s'appelle l'ABC de la santé psychologique, là, je parle des 4 besoins, je parle des alarmes. Dans le fond, le contenu de la conférence, on peut le retrouver là. Et on peut lire si on a envie de lire, mais on peut aussi écouter parce que j'ai plein de chroniques radio que les gens peuvent écouter à la place. Et le test est disponible aussi sur mon site Internet. Puis c'est évidemment, c'est gratuit, puis c'est disponible. Très intéressant. En tous les cas, j'ai regardé les gens, comment ils réagissaient, et je dois dire que c'était très à propos et très apprécié également. Puis on a ri beaucoup, puis je pense vraiment que plus on a de plaisir, plus... c'est pas parce qu'on parle de choses sérieuses qu'on peut pas avoir du plaisir, mais on a passé en effet un excellent moment pour moi aussi. Ouais. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Madame Pascale Tremblay, responsable effectivement du groupe organisateur de cette belle journée des rendez-vous en ressources humaines Charlevoix. On arrive presque à la fin. Vos impressions jusqu'à maintenant? Au-delà de nos espérances, le taux de participation a été plus qu'excellent. On a battu tous nos records précédents. Si je regarde la qualité des conférenciers que nous avons eus, je pense que les gens ne tarissent pas d'éloges de nos conférenciers. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Et il nous reste toujours une dernière conférence à entendre. Et jusqu'à date, les gens sont très contents, très heureux. Donc, on va voir comment est-ce que Mme Fréchette va réussir, elle aussi, à captiver la salle. Quand on regarde, ça demande quand même toute une logistique côté préparation d'un événement comme celui-ci. C'est de la classe, c'est au Manoir Richelieu. Tout est excellent, en ce sens que, comme vous l'avez mentionné, les conférenciers sont là. La bouffe était très bonne et ça s'est continué cet après-midi. Mais côté logistique, il n'y a pas eu de pépin en soi? Non, il n'y a eu aucun pépin, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même des gens d'expérience qui sont derrière nous pour être capables de travailler. À l'heure du dîner, entre autres, je remerciais Myriam Gauthier du côté de la MRC de Charlevoix, qui est d'un secours parce que les inscriptions maintenant se font de façon avec Eventbrite. Donc, le suivi est capable de nous sortir les listes, savoir où on en est rendu. Si on regarde avec Eventum, qui est notre chargé de projet, avec Jean-Louis Manville, c'est quelqu'un d'expérience au niveau des événements. Donc, on a rassemblé là des éléments qui favorisent la réussite d'une telle activité. Et les membres du comité, ce matin, on était tous ici à partir de 7 heures pour monter les cocardes. C'est vraiment... Ça roule vraiment au quart de tour, là. Je pense qu'on laisse rien de côté. Je vous dirais même que les conférenciers sont surpris de la qualité qu'on a, parce que j'ai quand même un conférencier, moi, M. Jean-Pierre Brun, là, ça va partout, là.
Puis il me dit, je ne suis pas reçu comme ça dans des grandes villes, là. Fait que non, Charlevoix est sur la map. Puis ça paraît, même lorsqu'on fait des contacts avec des conférenciers, parce qu'ils nous disent, ah oui, j'ai un collègue qui est allé chez vous. Ah oui, j'aimerais ça aller chez vous. Fait qu'il y a une notoriété déjà qui est acquise là, au niveau de l'organisation du rendez-vous. C'est la 16e édition, donc ça met la table pour la 17e? Oui, bien sûr. On est déjà en mode. Et si je vous disais qu'on a déjà fait des réflexions sur le prochain thème, on est déjà là. On demande quand même, à chaque fois qu'on finit l'événement, on demande aux gens, dans le fond, de nous fournir les commentaires positifs, constructifs pour être capable. Mais les thèmes qu'on pourrait aborder, on le demande aussi et les gens nous proposent des choses. Il y a des fois, oui, on est carrément dans la même lignée. D'autres fois, non, parce que des thèmes ont déjà été touchés, mais ça fait toujours partie de la lecture que le comité se fait un devoir de faire après chaque événement. Bien, félicitations. On va vous laisser aller pour la dernière étape, effectivement, de cette belle journée. Merci et ça sera encore une invitation pour l'an prochain. Écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous cet après-midi. J'avais vraiment hâte de venir vous parler. Je vais commencer en étant bien têteux, vous en prie. Dans mon métier de conférencière, bon, j'en fais quand même pas mal dans une année, mais je rencontre toutes sortes de monde. Je peux aller dans des écoles, pour le gouvernement, je me retrouve vraiment dans toutes sortes de groupes. Mais moi, là, ce qui m'anime vraiment, moi, Sylvie, la femme d'affaires, la mère, l'Olympienne, ce qui me fait carburer dans la vie, c'est le monde. J'aime le monde. Là, je savais que ça devait être un moment, là, ça. Mais j'étais beaucoup plus impressionnée par le fait que fallait être big pour aller au championnat canadien. Hey, j'avais quand même manqué une semaine d'école. Dans mon temps, on ne manquait pas l'école. Juste d'entendre Barcelone, c'est comme si c'était la première bouffée d'oxygène qui s'est enfin rendue à mes poumons. C'est à ce moment précis-là de ma vie que j'ai réalisé quelque chose de tellement important, tellement fondamental, mais qu'on oublie. Hey! Je t'en vie. Je suis en vie, je suis encore là. Puis la vie en vaut la peine. Sans cocarde, sans, non, vous vraiment, avec vos valeurs, vos principes, avec vos rêves les plus fous, vos qualités, vos défauts. Votre Barcelone à vous, c'est quoi? Et je voudrais vous laisser sur une phrase qui, moi, je trouve que ça me ressemble, et je la lis une fois de temps en temps, puis ça me fait sourire. Et croyez-le ou non, je l'ai trouvé sur Facebook, il faut redonner à César ce qui appartient à César. Et j'ai l'impression que cette phrase-là devrait convenir et faire sourire plusieurs personnes cet après-midi ici. Alors, ma petite phrase, elle va comme suit. C'était impossible à accomplir. Bon, on a oublié de leur dire. Alors, ils l'ont fait. Merci. Alors voilà, le rendez-vous en gestion des ressources humaines au Manoir Richelieu se termine à l'instant. Nous venons d'entendre la dernière conférencière, Mme Sylvie Fréchette, médaillée aux Jeux olympiques de Barcelone. Il ne faut pas quand même l'oublier, c'est une grande réalisation. Elle nous a surtout parlé un peu de son vécu, de ses difficultés rencontrées à travers ce vécu-là. Elle nous a parlé de patience, de passion et beaucoup de résilience. Dans tout ce contexte-là, ça a été un beau témoignage. Il y a eu une ovation debout à la toute fin. Et je pense que c'est une personne que l'on a appris à connaître et qu'on va davantage apprécier au fur et à mesure qu'on va en entendre parler.
Alors, ça a été une journée quand même très intéressante. On a eu plusieurs conférenciers qui sont venus s'adresser à nous sur différents sujets. Je pense ici, en cette 16e édition, que l'ensemble des participants ont apprécié cette belle journée-là. Et je pense que le message est lancé. C'est un rendez-vous pour la 17e édition en 2019. Alors voilà, TVCO était sur les lieux. Merci.